Chloé dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, aka Sora. Bonjour, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup de l'invitation, je suis très content d'être là. Ça me fait d'autant plus plaisir que tu n'as pas fait beaucoup d'interviews. Oui, j'en ai fait très peu. Non, t'as fait des petits trucs, j'ai regardé, tu sais, genre où tu réponds rapidement. Ouais, très rapide. Peut-être où on m'a appelé au téléphone 10 minutes, j'ai répondu à 2-3 questions pour une convention, mais c'est vrai que c'est extrêmement rare que je fasse ça. Et ça m'arrange, Bah oui. Parce que quand j'en ai qui ont fait beaucoup d'interviews, je me dis, ok. Ils ont déjà tout dit. Par où on va commencer ? Là, t'as des choses, là. La première question que je veux te poser, c'est par rapport au pseudo, parce que dès que je reçois des gens qui ont un pseudo, dans les commentaires, si je n'ai pas posé la question du pseudo, on m'attrape comme mais ça. Ça, c'est fou, c'est vraiment la question. Le pseudo. C'est fou, même en convention, quand je fais des conventions, à chaque fois, c'est. Alors, du coup, pourquoi Sora Et alors, du coup, pourquoi Sora Pourquoi Sora? Mais la réponse, ça va trop décevoir. C'est vraiment simple. En fait, je suis un grand fan de jeux vidéo. Et le jeu vidéo qui m'a fait tomber amoureux des jeux vidéo s'appelle Kingdom Hearts. Fabuleux accent anglais. Et le personnage principal s'appelle Sora. Mais c'est un jeu vidéo qui a un rapport avec le Japon, non ? C'est un jeu vidéo qui, alors en gros, c'est très influencé Japon parce que c'est une collab entre Square Enix, qui ont fait tous les Final Fantasy, etc., et Disney, du coup. Et c'est l'histoire de Sora qui va dans différents mondes de Disney pour sauver. C'est une très longue histoire, bref, on va peut-être pas aller là-dessus, mais ouais, c'est un personnage qui est hyper intéressant, qui est très souriant, et auquel je me suis beaucoup identifié parce qu'il a pas beaucoup de confiance en lui, mais en même temps, il va se baser sur la force de ses amis pour évoluer, etc. Enfin, bon, c'est très mignon. Et en fait, je sais pas, le nom m'a tout de suite parlé et j'ai voulu m'orienter là-dessus pour mon petit pseudo, quoi. Et t'as envie de le garder, le pseudo ? Ouais, je l'aime beaucoup, ce pseudo Sora. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais la culture japonaise, nippone, indépendamment des jeux vidéo, est-ce que le manga, ça avait une importance pour toi quand t'étais jeune ? Énorme, gigantesque. En fait, je ne fais que ça. Je bouffe ça tout le temps. Le Japon, c'est vraiment un endroit. C'est difficile c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y a rien de logique, mais c'est un pays qui me fait du bien. En fait, quand je vais là-bas, c'est dans l'atmosphère, dans la culture, je sais pas comment l'expliquer. C'est limite magique. Mais quand je vais là-bas, en fait, je me sens bien. Je me sens apaisé. C'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux au monde. Tu sais, t'as vraiment ce concept de safe place. Et quand moi on me pose la question, on me dit ouais, toi c'est où ta safe place ? Automatiquement je vais penser au Japon en fait, parce que je me sens bien, je me sens à ma place. Je devais être japonais dans une ancienne vie, je sais pas, Domo, je suis japonais, je sais pas, mais ouais, non, c'est un endroit qui est vraiment très important pour moi. Et du coup toute sa culture qui est associée, donc les mangas, les animés, la bouffe, beaucoup manger. Donc ouais, c'est quelque chose de très important pour moi. Et est-ce que ça a un impact dans ta vie ou une influence dans ta vie en France ? Je fais que ça déjà. C'est-à-dire que vraiment, je rentre chez moi, je regarde des animés, je lis des mangas, je ressors de chez moi, je lis des animés, je regarde des mangas. Je suis venu en taxi ce matin, je lisais un manga dans le taxi. Non, ouais, ça rythme ma vie au quotidien. J'ai tout le temps un petit manga avec moi. Mais pourquoi t'y es pas ? Pourquoi tu vis pas au Japon ? Alors, j'y suis allé il y a pas si longtemps que ça, j'y suis allé le 4 septembre pour mon anniversaire. J'y suis allé avec ma copine, on est parti le 4, vraiment on a passé mon anniversaire dans l'avion. On est arrivé le 5 au Japon, on est resté 12 jours et ça faisait 2 ans et demi que j'avais pas pu y aller parce que le Japon était fermé, les frontières étaient fermées, quelque chose qui n'est plus le cas actuellement. Merci. Et c'était magique, j'avais les larmes aux yeux tous les jours, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer. C'est trop mignon quand on parle. Ah mais vraiment, c'est trop mignon. Je l'ai dans le sang en fait, c'est une culture que je sais pas, qui me parle tellement, les gens sont tellement gentils, je me sens libre là-bas, il y a aucun jugement. Enfin, alors évidemment, d'autres me diront le pays n'est pas parfait, et forcément il a ses défauts, il a ses inconvénients, et je les connais. Mais je sais pas, c'est un pays dont je suis vraiment amoureux. Et dans ta famille, il y avait comme ça un amour de la culture japonaise, nippone ? Pas ma famille la plus proche, mon cousin, qui s'appelle Antoine, c'est lui qui m'a fait connaître les mangas, c'est lui qui m'a fait lire d'ailleurs mon premier manga, et c'est, je pense, grâce à lui, que je suis tombé et dans les jeux vidéo, et dans les mangas. Si je devais remercier quelqu'un de ma famille, c'est plutôt lui. Après, merci Antoine. Merci Antoine. Merci. Mais ouais, tout ce qui est, mes parents, mes frères et sœurs... n'ont pas forcément cette passion du Japon. Et c'est plutôt moi qui leur transmets. Mes parents, ils étaient là, le Japon, c'est pas un pays qui m'intéresse. Et en fait, à force d'en parler, à force de leur expliquer l'amour que j'ai pour ce pays, du coup, ils ont qu'une envie, c'est d'y aller avec moi pour voir un peu qu'est-ce que je trouve à ce pays, quoi. Ah, donc peut-être un petit voyage J'aimerais familial. beaucoup. Je pense que c'est vraiment un de mes goals ultimes. Ce serait en effet d'amener mes parents au Japon. Vous êtes combien de frères et sœurs ? Beaucoup trop. J'avais vu une vidéo de toi avec ta sœur et tu disais oui, il y a mes 2 autres sœurs, il y a mon frère. Je me disais combien sont-ils ? Alors j'ai 3 petites sœurs et un petit frère, on est 5 en tout. Donc toi t'es le premier ? Moi je suis l'aîné, ouais. Ok. Responsabilité. Et t'as l'air d'avoir quand même une
une bonne relation avec ta famille. Ouais. Je les aime beaucoup. Alors, je les vois pas aussi souvent que j'aimerais les voir parce que je me suis... en fait, eux, ils sont vraiment là, moi, je suis là, quoi. Donc, je les vois moins que j'aimerais les... Attends, là et là, c'est par rapport à Paris? Là, t'as Paris. Parce que là, on pourrait penser qu'ils sont dans les Alpes. Oui, non, j'avoue, non. En fait, ils sont pas si loin que ça. Mais en fait, il y a 30 km. Ne mens pas à la France. Il y a plus. Il y a Paris là. Eux, ils sont vers Disneyland. Moi, je suis à... donc ils sont très loin. Il y a 30 km. Ils sont très loin, il y a 60 km je dirais, 70, 80. À vol d'oiseau, comme disent les experts. C'est beau, non, ils sont loin. Mais non, en effet, ils sont pas si loin que ça, mais... Bon, voilà, tu connais, on a tous notre petite vie et tout. C'est vrai que je prends pas assez le temps de les voir, mais non, je les aime énormément. Et j'ai beaucoup. Rien qu'avec ma chaîne YouTube, en fait, j'ai fait beaucoup de vidéos avec ma petite sœur Olivia. J'ai essayé d'amener aussi mon papa, ma maman, etc. dans mes vidéos, puisque c'est quelque chose qui rythme ma vie depuis maintenant beaucoup d'années. Et c'est vrai que j'ai un gros lien avec ma famille. Avec quel pilier d'éducation et de valeurs t'as grandi? Avec quel pilier d'éducation? Ah, c'est bon, je suis dans un interro de philosophie. Bonjour, c'est Michel Drucker. Ouais, mais je vais enchanté. Mettez-vous en place. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelles étaient les valeurs principales que t'ont inculquées tes parents dans l'éducation? Le respect, je pense. Et bon, j'ai des défauts comme tout le monde, hein, mais je pense qu'en termes de politesse et de respect, c'est là où ils ont le plus axé leur éducation. J'ai toujours été... l'enfant qui faisait pas trop de problèmes, qui avait ses petits potes dans son coin. J'ai eu vraiment une adolescence et une enfance hyper sage. J'étais hyper sage et je suis toujours hyper sage. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient très fiers quand j'allais chez des potes, quand j'allais chez des amis, que les parents reviennent et qui disent « Mais votre enfant, il est vraiment super. Il débarrasse il est vraiment... il a fait le ménage, je comprends pas, il m'a servi le café le matin. Non, mais ouais, il y a ce côté de... en effet, les parents revenaient et disaient ouais, Maxime super sage et tout, ils étaient super fiers. Et c'est vrai que c'est ce côté où le partage, la bienveillance, le respect, je pense que c'est les valeurs les plus importantes qu'ils ont pu me transmettre et j'en suis très content. Et t'étais épanoui quand t'étais petit, quand t'étais jeune? Parce que tu vois, tu dis j'étais vraiment l'enfant très sage qui posait pas de problème. Est-ce que c'était pour faire plaisir à tes parents, mais au fond de toi t'avais envie d'être un peu... Je pense qu'il y a un peu des deux. D'un côté, j'étais très... en fait, moi, j'étais très dans mes mangas, très très longtemps, dans les jeux vidéo et tout. Et par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais mon groupe de potes. On était vraiment dans notre coin, dans le lycée, un petit coin dans le bâtiment C. On était dans notre petit coin, on jouait nos trucs de téléphone, nos jeux de téléphone pendant les pauses et tout. Et ça m'allait très bien, en fait. Mais c'est vrai que, après coup, je me dis... Putain, j'aurais bien voulu faire un peu des bêtises, tu vois. Un petit regret, peut-être. Un petit regret, des petites bêtises. J'aurais pu faire des story time après en vidéo, putain. Non, mais ouais, je sais pas. Après, je profite actuellement de la liberté que j'ai pour faire un peu de ce que j'avais pas pu faire quand j'étais un peu plus jeune. Oh, j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je dis ça. Oh là, tu m'as mis un coup de pied. Parce qu'on rappelle que t'es un petit 95 quand même. Comment ça, 95? Pas du tout. Moi, j'ai la vingtaine. En fait, entre 20 et 30... Je suis un 2002. Moi. Entre 20 et 30, t'as la vingtaine, non? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tu veux qu'on en parle, Alex? Non, ça va. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais tu te sens aujourd'hui plus libre parce que, tu vois, le fait d'être exposé sur les réseaux, au contraire, t'as certains créateurs qui se disent je peux moins faire de dingueries. On s'entend quand on dit dingueries, après, parce que... j'adore frapper des vies dans la rue, voilà, je veux dire... Pas ce genre de choses, mais tu vois, peut-être un peu moins sortir, justement, parce que comme ils sont exposés, ils ont peut-être un peu peur d'être filmés, ce genre de choses. En vrai, après j'ai mes limites, tu vois. Je sais très bien ce que... Après, comment dire, je sais que l'exposition que j'ai apporte des responsabilités. Grand pouvoir, finalement, implique de grandes responsabilités, comme disait Bilbo le Hobbit, je crois. Bien sûr. Je me souviens bien. Et en vrai, je sais que j'ai une responsabilité parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qu'il y a ce côté où j'ai pas envie d'amener un mauvais comportement ou même que, je sais pas, j'ai envie de transmettre des bonnes valeurs. Ça a toujours été le plus important sur ma chaîne, transmettre la bonne humeur, le sourire, c'est vraiment ce qui me caractérise, c'est la bonne humeur, le sourire, c'est j'ai envie quand on vient sur mes vidéos de juste se poser tranquillement, d'oublier tous ses soucis, d'oublier toutes les galères qu'on a eues au travail, à l'école ou peu importe où. Et si je faisais des dingueries tous les jours, ce serait pas du tout en accord avec mes valeurs à moi. Donc mais t'as ce côté plus liberté parce que quand j'étais un peu plus jeune, je viens d'une famille qui avait pas forcément beaucoup d'argent. Je veux dire, quand on allait au cinéma une fois dans le mois, on était content. Alors j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin. Mes parents ont toujours été hyper généreux avec moi. Ils se saignaient vraiment de fou pour que j'aie la dernière console à mon anniversaire, pour que j'aie tout ça.
Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où, voilà, on allait au McDo une fois dans le mois, on était trop contents, c'était la sortie et tout, le McDo, machin. Et là, maintenant que j'ai mon indépendance, que j'ai un peu plus d'argent, etc., forcément, j'ai plus de liberté, je peux faire un petit peu tout ce que j'avais envie de faire quand j'étais un peu plus jeune et que je pouvais pas le faire, quoi. Est-ce que ça te fait peur, ça Qu'est-ce qui Tu me vois, fait peur d'avoir justement plus de moyens, plus d'argent et moins de limites. Est-ce que tu arrives à t'imposer un cadre ou... Ouais. Parce que justement, le fait qu'on ait été dans une famille de classe moyenne, tu vois, et que on m'ait inculqué les valeurs de l'argent, je suis pas quelqu'un qui connaît pas ses limites. Je connais la valeur de l'argent, je sais ce que ça fait de pas en avoir énormément, je sais ce que ça fait de devoir économiser pendant des mois pour acheter sa petite console ou pour acheter un jeu de Wii ou de DS. DS. De Nintendo DS. DS, vous savez, c'est le truc qui s'est déclopé là. Et non, et du coup, je connais mes limites et je sais que je suis pas quelqu'un qui craque de l'argent dans tous les côtés. J'économise beaucoup, je suis quelqu'un de très économe, je suis quelqu'un de très terre à terre, qui a les pieds sur terre. Donc non, il y a aucun souci là-dessus. T'avais bossé avant de faire ta chaîne YouTube ou ça a été ton premier métier finalement? Ah, ça a été mon premier métier. Alors, j'ai eu un boulot étudiant. Je sais pas si je peux dire des enseignes. Mais, ou quoi. c'est pas la télé. Ouais, je sais pas, je pose la question. Tu balances ce que tu veux. Ok, je travaillais à Leclerc quand j'étais étudiant, donc j'avais ma petite chaîne YouTube sur le Teco, et du coup, je bossais à Leclerc tous les week-ends. Et tu faisais quoi? Et je faisais de la manutention, vraiment, je faisais du facing. Mhm. Je me levais à 4h du mat, je faisais du vélo jusqu'à mon petit Leclerc, puis je faisais de 5h du matin à 10h du matin du facing, donc je ramenais les produits vers le devant. D'accord. Pour faire genre c'est tout propre. D'accord. Et ça, je le faisais pendant 5 heures. Après, ça a évolué et j'ai travaillé le samedi et le dimanche. Et ensuite, quand YouTube a dépassé la somme que m'apportait ce boulot étudiant, bah là, du coup, j'ai arrêté ce boulot étudiant et je passais directement sur YouTube. Parce que tu as commencé YouTube quand, toi? J'ai commencé, alors il y a très longtemps. Ouais. Il y a très très longtemps. J'ai commencé YouTube. Moi, j'ai commencé YouTube, franchement, je crois que j'avais 15 ans. Et donc ça a mis du temps quand même à te rapporter de l'argent. Ouais. Alors ça, j'ai eu plusieurs phases. Il y a eu plusieurs chaînes YouTube, il y a eu plusieurs pseudos. Il y a eu plusieurs phases, mais on va dire que Sora, la chaîne Sora, je l'ai depuis 6 ans. Et j'ai commencé en mai 2016, si je dis pas de bêtises, le 27 mai 2016. Et j'ai commencé à gagner un salaire à peu près le SMIC en décembre 2016. Donc juste avec les vues YouTube. Ouais. Ok. En décembre 2016. Quand tu commences, donc t'es à quelle période de ta vie? T'es au collège alors? Quand je commence ou quand je commence Sora? Quand tu commences Quand je sur les commence réseaux. vraiment à m'intéresser La YouTube. première vidéo que tu lâches sur les réseaux. Ouais, je devais avoir... franchement, je sais plus, mais je devais avoir... Ouais, 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. 15-16 donc on ans, est un en truc comme ça. Troisième Ouais, seconde, un truc troisième comme ça. seconde, un truc comme ça, ouais. Quelle est ta motivation première quand tu commences? Juste, je kiffe de fou. En fait, j'ai toujours été, et j'ai des petites photos où je jouais à la PlayStation 2 et tout, et en fait, je parlais tout seul. Je disais, waouh, putain, c'est incroyable, maman, regarde et tout, je peux aller à droite, à gauche, regarde, lui, il est génial. Voilà, je parlais en fait tout seul, et ils m'ont toujours vu parler à mes jeux tout seul. Et quand j'ai découvert, à la base, j'ai découvert Dailymotion. Wow. Ouais, à la base, j'ai découvert Dailymotion, un mec qui s'appelle Naito75, qui me fascinait. Et en fait, j'avais pas l'argent pour m'acheter un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, c'était Brotherhood, je crois, un truc comme ça, pour être précis. Et en fait, du coup, je suivais son let's play. Donc son aventure sur le jeu, et à un moment il dit du coup moi je vais migrer sur YouTube, machin, donc je me suis dit trop dommage, moi je veux le suivre aussi, donc je suis YouTube. Et là j'ai découvert tous les piliers, donc Diablo X9, Monsieur le V12, bon ça parlera pas forcément aux plus jeunes, mais c'était les gros piliers de YouTube de l'époque. Et il y en avait un troisième qui est bizarrement moins connu, mais qui s'appelle Bismode 3, qui était un peu le pilier humour de ce moment-là, de cette époque-là, et en fait j'ai adoré sa personnalité, ce côté. Je me disais mais c'est incroyable, il fait des blagues, il rigole et il peut parler Et en même aux temps gens. il joue. Mais ouais, et en même temps il joue, donc il joue au jeu vidéo, il fait comme moi, mais il y a des gens qui lui répondent, c'est trop bien. Et donc du coup je veux trop faire ça, et donc c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que je me suis dit mais let's go en fait, moi aussi je veux jouer et je veux parler à des gens et que les gens me répondent et que je dise, je sais pas si je suis bloqué à un niveau d'un jeu vidéo, que les gens me répondent en commentaire et me disent comment on se débloque et tout, c'est trop bien. Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé YouTube, ouais. Ça avait un rapport aussi peut-être avec l'école et le fait que t'aies juste ton petit groupe de potes, que vous soyez entre non, vous, pas vraiment. ou pas de rapport? Non, pas vraiment, c'était vraiment juste j'avais envie de papoter avec des gens au-delà, et vraiment j'avais pas énormément de... Alors à ce niveau-là c'est venu un peu plus tard, mais à ce moment-là de ma vie j'avais pas énormément de potes qui étaient hyper axés jeux vidéo. J'étais vraiment plus
Bon, ils avaient tous le délire, voilà, foot, tout ça. Et moi, c'est des trucs qui m'intéressent pas du tout, vraiment. Et du coup, en effet, peut-être que le fait de pas avoir forcément des potes qui sont hyper axés jeux vidéo, manga, etc., peut-être que c'est là où je me suis dit, en effet, bon, bah, je vais peut-être aller voir autre part pour avoir ce côté que je recherche, en fait. Donc tu commences par du gaming. Ouais. Et Pendant maintenant, aujourd'hui, quand on regarde ta chaîne YouTube, il n'y a pas de gaming. Ouais, il y en a plus, ouais. Sur Twitch, ça fait un petit moment. Ouais, ça fait un petit moment que, bah, en fait. Je n'ai pas un coup de pression du tout, parce que là, je alors, sens. le contenu, à un moment, j'ai l'impression que tu fous rien, là. Non, sur YouTube, il y a énormément de contenu, mais qui n'est Ouais. plus gaming. Ouais. Comment fait- tu définis ton contenu aujourd'hui ? Bah, c'est du divertissement, Est-ce qu'on peut parler de fit and fun ? Oh là là, mais alors moi je sais pas pourquoi tout le monde le diabolise ce terme, moi je le Mais moi, kiffe, j'adore le fit and fun. Mais moi j'adore ça en fait. Bah ouais. Moi rencontrer, en plus c'est vraiment dans mon ADN, rencontrer des nouvelles personnes, rencontrer des nouvelles personnalités, voir si tu fit avec elles. Et si tu fun. Ouais, et si tu fun aussi du coup. Et moi j'adore ça. J'adore ça faire des vidéos avec 5-6 personnes et juste t'as envie de te rouler par terre parce que ça te fait rire, mais roule-toi par terre, kiffe en fait. Y a pas de... En fait personne devrait te dicter ce qui serait bien ou pas bien, on est sur une plateforme libre, une plateforme où tout le monde peut réinterpréter sa propre vision du divertissement, sa propre vision de son plaisir, mais kiffe en fait. Si tu veux faire du fit and fun, fais du fit and fun. Si tu veux pas faire du fit and fun, fais pas de fit and fun, mais il y a aucune diabolisation à faire sur n'importe quel contenu en fait. Et moi j'adore faire du fit and fun, j'adore faire des trucs avec des potes, j'aime trop ça, et j'en referai encore pendant longtemps. Non, mais il y a eu tout ce truc. Non, mais t'as raison de le dire. C'est vrai qu'il y a eu tout ce truc où c'était un peu décrié, où on a un peu jugé les gens qui faisaient ça. Ouais, mais je trouve pas. Enfin, en fait, pour moi, c'est trop dommage. En fait, on se juge déjà H24 les uns les autres dans la vie au quotidien, et on est sur une plateforme où en fait, on peut juste donner notre vision de la création et notre vision du bonheur, du plaisir et du kiff comme on le voit en fait, comme on le souhaite. Pourquoi on se juge? Enfin, juste chacun fait tout dans son coin. On est sur YouTube, il y a tellement de propositions de contenu. Si t'aimes pas, regarde pas, c'est tout. Enfin, y a pas de. Je sais pas, c'est un truc qui me. Ouais, c'est un truc qui vraiment me fascine, ce côté de j'aime pas, mais je regarde quand même pour dire que j'aime pas. Mais regarde pas en fait, mon frère, je sais pas, c'est trop. Je sais pas, t'aimes pas un pain. Tu vas chez une boulangerie, t'aimes pas la baguette, t'y retournes tous les jours. Madame, j'aime pas votre baguette, hein, vraiment, elle est pas bonne, mais je vais quand même la prendre pour la tester. Tu l'aimes pas, change de boulangerie, tu vois, genre, je sais pas, ça me fascine. Qu'est-ce que t'aimes, toi, sur les réseaux, alors ? Moi, j'aime rire. J'adore rire. Non, mais J'adore rire. là, j'ai le même de Karim bien sûr, Marchand. mais évidemment. Non, moi, ce que j'aime, c'est vraiment avoir le sourire, j'aime trop, le truc bon délire, les vidéos un peu conceptuelles. J'aime bien tout ce qui est un peu conceptuel, un peu challenge et tout. Je regarde pas énormément de vidéos YouTube parce que j'ai pas trop le temps de regarder autant de vidéos que je faisais avant. Je vais regarder principalement, je sais pas, je regarde beaucoup Squeezie, par exemple. Parce que je trouve que ce mec est fascinant. En termes de réussite, c'est vraiment. Il est balèze, quoi. Et tout ce qui est concept, par exemple, je dis une bêtise. Moi, j'aime beaucoup l'absurde. J'adore l'absurde. C'est l'humour qui me fait le plus rire. Je sais que, typiquement, la vidéo où il ouvre la porte et il y a des trucs derrière improbables, j'adore, tu vois. On la mettra dans la barre d'infos si vous l'avez pas mais vu. c'est génial. Et une des vidéos qui m'a fait le plus rire sur YouTube, c'est la vidéo de McFly et Carlito, où ils ouvrent une porte et t'as que des chauves à l'étage. Enfin, en fait, c'est tellement improbable ce truc que ça me fume de rire. En fait, j'adore l'absurde. Le côté, il y a un truc derrière, il y a que des chauves derrière la porte, il y a que des chauves. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'adore. Je trouve ça génial. Donc le dimanche, t'es au taquet, quoi. Max et Carlito, un petit thread de Squeezie. Pas vraiment, mais ça dépend les concepts. Mais ouais, régulièrement, je regarde. C'est quoi le feat que tu rêverais de faire? On en a parlé un peu juste avant, tu me disais avec qui t'avais fité déjà, avec Juju par exemple. Le feat que je rêverais de faire. Genre, il n'y a pas d'histoire de tout le monde veut faire un feat avec toi. Tu prends qui? Bah, je pense Squeezie me fait vraiment rire, quoi. Il me fait vraiment rire. Squeezie me fait vraiment rire. Joey K me fait beaucoup rire aussi. Mastu aussi, je le trouve très cool. Ils sont forts, hein. Ouais, Mastu, je le trouve très cool aussi parce que je trouve qu'il a eu une très belle évolution et je le trouve très sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses paroles. Donc je pense que ouais, ça sera entre les trois, je pense. Mais d'ailleurs, c'est eux qui avaient été un peu visés pour toutes ces histoires justement de fit and fun, à l'avènement de la Redbox. Oui, entre autres, je pense. Il y en a beaucoup qui ont été visés. Parce qu'en fait, fit and fun, ça veut tout et rien dire en fait. Parce qu'on est tous à faire des feats avec ses potes. Mais oui, peut-être qu'en effet, ils étaient peut-être un peu visés, je sais pas trop. T'as pensé quoi du Grand Prix Explorer, puisque tu parles de Squeezie? C'était une dinguerie. Moi, j'y étais du coup. Ah, t'es allé? Ouais, j'ai eu la chance d'y aller et c'est extraordinaire. En fait, c'est fou de voir la direction qu'a pris YouTube. C'est extraordinaire de voir que maintenant, on part de personnes qui
qui font juste des vidéos dans leur chambre. Et en fait, on est passé à un gars qui a ramené 50 000 personnes dans le circuit Bugatti au Mans. Et surtout, 1 million de million de viewers. viewers sur Twitch. Enfin, en vrai, c'est fascinant, mais c'est hyper inspirant. C'est génial de se dire que maintenant, on arrive à un niveau où on se professionnalise tous de notre côté en tant que youtubeur, tiktoker, instagrammeur, etc. Et c'est génial, c'est génial. Je pense que ce Grand Prix Explorer va ouvrir la porte à beaucoup de choses maintenant. Et tu vois, même je trouve que ça redore peut-être un petit peu aussi le blason de l'influence dans les médias traditionnels. Il y a beaucoup l'extrait d'Ardisson qui a tourné. Bien sûr. Je resitue vite fait pour ceux qui n'avaient pas vu, mais Squeezie avait été interviewé par Ardisson il y a quelques années, et Ardisson avait été un petit peu méprisant dans le boulot de Squeezie en disant que il faisait juste des vidéos dans sa chambre, et versus aujourd'hui ce qu'il a réussi à faire. C'est inspirant quand même. Ouais, à vrai, on est toujours un peu pris pour des clowns. Mais en vrai, non, c'est hyper inspirant ce qu'il a fait. Et c'est en vrai, après. Là, on va pas, autant pas faire de langue de bois, c'est clairement du niveau de la télé, ce qu'il a fait, tu vois. La prod, elle est d'ailleurs, je impeccable, crois que la régie, je crois que c'est même la régie qui s'occupe des 24 heures du Mans en termes de télé, donc non, c'est impeccable et c'est fou, non, c'est génial. Parce que tu sais, il y a aussi toute cette image, je pense pour les gens qui connaissent assez peu les réseaux sociaux, enfin, il y a deux camps. Il y a les gens qui connaissent les réseaux, qui vont te dire que c'est super parce qu'effectivement, ça peut créer des synergies entre les gens, créer un vrai effet de groupe, comme là, par exemple, 50 000 personnes qui se réunissent. C'est énorme, vraiment, c'était impressionnant. De l'autre côté, il y a les gens qui peut-être apprécient moins les réseaux, ou alors à juste titre qui vont aussi mettre en garde parce qu'il y a forcément des dérives, qui vont dire que les réseaux aussi ça peut enfermer les gens. Après, à toute nouvelle technologie, t'as toujours une dérive qui va avec, quoi. T'as aucun point positif sans un point négatif qui est associé pour n'importe quel domaine, finalement, tu vois. La télé, je pourrais dire pareil, en fait, pour n'importe quelle chose. Les jeux vidéo, les livres, c'est tout, n'importe quoi, t'as toujours forcément une dérive qui est associée. Mais non, moi, personnellement, je vois pas ça comme quelque chose de hyper négatif, dans le sens où mes meilleurs potes, ils viennent d'Internet. Et je les aurais jamais connus. Alors oui, on peut dire, oui, mais t'aurais connu d'autres personnes. Ouais, mais ma meilleure amie, du coup, qui est Dooms, qui est Flavie, je l'ai rencontrée via YouTube. J'ai rencontré Maxime Fritz, qui, lui, vient de Belgique, que j'aurais jamais rencontré sans YouTube. Et c'est la première personne que j'ai rencontrée via les réseaux. Vraiment, un truc complètement par hasard, j'ai fait une vidéo, je crois, c'était il y a longtemps, je faisais une vidéo sur Call of Duty, comme n'importe qui à ce moment-là. Et il m'a mis un commentaire en mode « Ah, t'es trop cool, viens, on fait une vidéo !» C'était comme ça que ça marchait à l'époque. Hein. C'était vraiment cool, viens, on fait une vidéo. Et du coup, je dis « Oh, trop bien, il y a un gars qui trouve mes vidéos bien et tout, donc je vais faire une vidéo avec lui et tout. » Et on a fait une vidéo ensemble, et en fait, ça fait maintenant 11 ans qu'on est potes. Wow. Ouais, c'est immense, ça fait 11-12 ans qu'on est potes. Ouais. Et il est venu à la maison, il connaît ma famille. Enfin, je veux dire, c'est vraiment mon meilleur pote ici, quoi. Et c'est juste fascinant de pouvoir te dire que t'as un gars d'un autre pays que t'aurais jamais rencontré avant, qui est devenu ton meilleur pote, qui est venu dormir chez toi, vous avez vécu des choses incroyables ensemble. C'est fou, quoi. C'est génial. Oui, il y a des belles histoires dans ces... Ah, mais il y en a plein, mais il y a comme des mauvaises, tu vois. Oui, c'est ça. Toi, t'as eu une bonne expérience, donc, de ouais, ça. Moi, j'ai une bonne expérience. Alors, franchement, en mauvaise... j'ai eu des déceptions comme n'importe qui, j'ai eu des gens auxquels je me suis attaché et qui finalement en valaient pas la peine. Mais, dans l'influence ? Dans l'influence, ouais, dans l'influence, ouais. Ouais, dans l'influence, et même si j'aime pas trop ce terme d'influence, mais oui, dans l'influence. Et mais non, franchement, le positif surpasse largement le négatif que j'ai pu rencontrer dans ce domaine. Pourquoi t'aimes pas le mot influence ? Bah, je trouve ça hyper péjoratif. Bien sûr, je savais, j'attendais. Pourquoi t'aimes pas l'influenceur ? Influenceur, qu'est-ce que t'en penses de ce terme ? Alors, est-ce que t'es influenceur ? Moi, je déteste ce terme d'influenceur. Vraiment, ça me rend fou quand les gens disent ça, quoi. Mais le pire, c'est qu'en fait, on nous rabâche tellement ce mot que même moi, qui déteste ce mot, j'ai tendance à le dire parce que tout le monde le dit, en fait, et je déteste ça. C'est hyper péjoratif. Je suis pas un berger avec ses moutons, disant achetez ce produit-là. Non, je suis pas comme ça. Tu vois, j'influence. En fait, oui, j'influence. Oui. Comment dire, de manière inconsciente ou consciente avec des produits avec les marques, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as vraiment ce côté hyper péjoratif qui ressort de ce terme. Non, je suis un créateur de contenu, je crée mon contenu, je peux parler de marques, de produits que j'apprécie parce que ça me permet de financer des projets qui sont vraiment fat, etc. et qui me permettent de kiffer encore plus et de créer encore plus de contenu. Mais influenceur, je trouve ça horrible comme mot, quoi. Je sais pas, j'aime... Puis en ce moment, c'est un peu décrié quand même, avec tout ce qui se passe autour de l'influence. Complément d'enquête. ouais, en ce moment, j'avoue que l'influence, c'est pas fou. Non, mais je sais pas, on entend parler de ce mot-là partout, et j'avoue que je suis pas fan du tout. Je suis créateur de contenu avant d'influencer qui que ce soit. En fait, quand j'ai commencé YouTube, moi, je savais même pas qu'on pouvait être rémunéré. Quand j'ai commencé à faire mes petites vidéos sur Call of Duty, je faisais des vidéos tous les jours et tout, je kiffais, machin, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec.
Donc, Tu te souviens du premier jour où tu t'es dit « Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on me propose de gagner de l'argent ?» Franchement, je m'en souviens même pas. Je m'en souviens même pas. Parce qu'à un moment, je savais pas comment je l'ai appris. Ouais. En fait, t'actives le Google AdSense, qui est du coup l'espèce de compte de chaque chaîne YouTube. Mais franchement, je me rappelle même pas. Je me rappelle pas. Et tu te souviens du jour où t'as reçu ton premier paiement? Ça, ouais. C'est ce que t'as fait? Ouais, alors, Vas-y, raconte. je sais Story plus, time. Je sais plus ce que j'ai fait avec mon premier paiement, mais je pense que, de souvenir, j'ai payé un petit loyer à mes parents. Oh, sympa ça! Ouais, j'ai payé un petit loyer avec mes parents parce qu'en fait, en gros, pour raconter un peu l'histoire de comment est-ce que j'ai pu un peu avoir cette chance de travailler sur YouTube, c'est que j'ai fait, du coup, j'ai créé Sora en même temps que je faisais mon BTS, un BTS dans le social, pour être un peu, à la base c'était genre éducateur spécialisé, CESF pour ceux qui connaissent, éducateur spécialisé pour à peu près ceux qui connaissent pas, moi ça situe le truc, mais en fait j'ai toujours aimé parler avec les gens, régler leurs problèmes, essayer de les accompagner, et du coup le social, c'était le truc pour moi qui semblait évident, et donc je me suis mis dans cette branche. Finalement ça m'a pas beaucoup plu, j'ai eu beaucoup d'expériences qui m'ont... Il y avait pas... Le social, c'était pas la réalité du social, c'était pas la vision que j'en avais. D'accord. Et du coup, ça m'a un peu déçu. Sur quoi t'as été un peu déçu? En fait, alors j'ai pas envie de faire une critique de la société hyper complète et tout, mais en fait... Non, mais c'est en fait, moi, de mon point de vue à moi, de mon ressenti, en fait, on peut aider des gens, mais à un moment, quand les gens sont trop en difficulté, on est obligé de passer à une autre personne. Et du coup, on est obligé de mettre de côté la personne qu'on n'a pas réussi à aider de manière complète pour pouvoir passer à une autre personne, puis une autre personne. Et en fait, ce truc-là, genre, je pouvais pas, c'était trop compliqué pour moi. J'ai été dans un CCAS pendant longtemps. Qu'est-ce qu'un CCAS? Alors, c'est un centre communal d'action sociale. D'accord. C'est là où on vient, alors je n'ai pas envie de dire de bêtises, ça fait très longtemps, mais c'est là où on vient pour parler des aides, pour parler de ces difficultés, etc. Et en fait, il y avait beaucoup de travailleurs sociaux qui, en effet, à un moment, sont impuissants et doivent passer à quelqu'un d'autre. Et c'était trop difficile pour moi. Vraiment, j'ai trop d'empathie et je pense que c'est pas forcément peut-être la branche qui me convenait le plus parce que j'arrive pas à avoir cette barrière de, tu sais, tu rentres chez toi et ton métier est terminé. Moi, j'ai vraiment, je pense que ça m'aurait bouffé le moral et bouffé, je pense, ma psychologie, je pense, ça m'aurait vraiment tué. Et bref, et du coup, non, ça me plaisait plus ce que je faisais et j'ai dit à mes parents, donc je faisais YouTube à côté. Et vers la fin de mon BTS, à un moment, je dis à mes parents, voilà, moi c'est YouTube qui me plaît, j'adore créer du contenu, j'adore faire des choses, essayer de juste laisser parler ma créativité. Et ils m'ont dit, écoute, on fait un truc, on fait un deal, et ton BTS, et nous on te laisse 1 an. Tu fais ce que tu veux, tu testes YouTube, tu testes ce que tu veux, et ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, dans ce cas-là, tu feras autre chose, et tu t'orienteras vers quelque chose de plus classique. Et j'ai dit ok, deal. J'ai eu mon BTS, ils m'ont laissé cette fameuse année du coup, et donc en mai j'ai commencé, en décembre j'ai eu mon premier SMIC. Et à ce moment-là, du coup, en fait, pour revenir à la question de base qui était qu'est-ce que t'avais avec ton premier salaire, en fait, le truc le plus évident, c'était de les aider. Et en fait, puisque j'étais encore sous leur toit, que c'est eux qui m'ont donné cette chance, du coup, de leur donner un petit loyer. Je voulais pas être le Tanguy à la maison, juste qui profite et tout. Donc ouais, j'ai donné des petits loyers à mes parents. Puis même, en fait, ça me faisait plaisir de pouvoir leur donner une petite aide, et d'être fier de fou, quoi. De voir qu'ils avaient des petites difficultés pour certains moments, etc. Et de me dire, je peux les aider et tout. C'est incroyable. Franchement, c'est une des plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie, aider mes parents, quoi. C'est fou. Tes parents, ils sont salariés ou indépendants? Alors là, ils sont à la retraite. Ils ont été aides-soignants pendant... sont tous en milieu médical. Ah oui, donc il y avait quand même déjà une prédestination à l'aide aussi, au social. Ouais, exactement. Ils ont tous été dans ce côté aide. Ils n'ont jamais fait ce métier. De toute façon, tu fais pas aide-soignant pour faire du business. Hein. Tu le fais par vocation. Et du coup, mon père et ma mère sont aides-soignants et ma belle-mère est auxiliaire. Était du coup. Et ils ont toujours été dans ce milieu un peu de bienveillance, de soins, etc. Et du coup... voilà. Est-ce que toi, t'étais anxieux quand tu leur as fait part de ta volonté de te lancer sur YouTube et de te dire, quand même, c'est un pari? C'est eux qui étaient anxieux. Toi, t'étais sûr de toi et eux étaient anxieux? J'étais pas sûr de moi, mais en fait, j'avais cette sécurité j'étais chez mes parents et ils me laissaient 1 an. Donc, c'est-à-dire que si jamais ça fonctionnait pas... Oui, il y avait le deal, entre guillemets, c'est ça, j'étais pas à la rue, tu vois. En fait, quand t'es dans ton appartement, que t'es dans ton ancien métier et que t'as envie de tout lâcher pour passer sur autre chose, là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce qu'il faut vraiment avoir la déterre et te dire, ok, si je me plante, il y a un risque, tu vois. Mais là, j'étais chez mes parents, donc il y avait ce pari, mais en même temps, si je me plantais, j'étais chez mes parents, j'étais nourri, blanchi, logé. T'avais ton BTS. J'avais mon BTS, donc c'était ok, tu vois. Donc non, c'est eux qui étaient anxieux.
Oui, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? Je l'entends hurler toute la journée, il retourne sa chaise, il retourne sa chambre, qu'est-ce qu'il fout? Et même, ils avaient peur, hein. Pendant longtemps, ils étaient là, mais putain, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, notre fils? Qu'est-ce qu'il met? Est-ce qu'il va réussir à gagner sa vie? Dans quoi il est en train de se lancer et tout? Et ils avaient hyper peur. Et quand ils ont commencé à voir les premiers salaires tomber, là, ils se sont dit, ah, ok, donc en fait, c'est sérieux ce qu'il fait. Tu te souviens d'une discussion où ils ont vraiment verbalisé le fait qu'ils comprenaient que ça pouvait quand même être un métier? Alors, au début, déjà, ils m'ont jamais montré qu'ils avaient peur. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Trop bien. Ils m'ont jamais montré qu'ils avaient peur ou qu'ils étaient pas sûrs, ou qu'ils avaient pas forcément. Pas qu'ils avaient pas confiance, mais qu'ils étaient. Juste qu'ils étaient inquiets. Ils disaient, mais ça marche pas. Peut-être que. Pour eux, c'était il y a 6 ans, 6-7 ans, donc c'était pas le YouTube de maintenant. C'était vachement plus incertain. Il n'y avait pas d'exemple de réussite. Il n'y avait pas d'énorme exemple, ouais. Donc ouais, c'est vrai qu'ils étaient assez inquiets, mais ils me l'ont jamais montré. Ils m'ont toujours dit, vas-y, fonce. Ils ont toujours été derrière moi. C'était les premiers à regarder mes vidéos. Enfin, c'est trop mignon. Et c'est vrai qu'à un moment, on a eu des discussions, et c'est là où ils m'ont dit, je t'avoue qu'au début, on était un peu inquiets et tout. Ah, ils te l'ont dit après. Mais ouais, ils me l'ont dit après. Quand ils ont vu que c'était bon, c'était safe, c'était ok, ils se sont dit, Maxime, j'avoue qu'au début, on était un peu inquiets, on s'est dit, putain, mais Le soir au dîner, on avait un peu de mal. Mais en fait, ils me voyaient même plus le midi et tout, parce qu'en fait, j'avais vraiment cette hargne de me dire, je veux faire du YouTube et tout, et en fait, même au début, je faisais 2 vidéos par jour. Mais vraiment, c'était. Mais attends, mais sur quelle plateforme? Pas sur YouTube. Sur YouTube? Ouais, pendant 2-3 mois, pendant 2 mois, je crois, je faisais 2 vidéos par jour, c'est-à-dire que je me levais à 8h, je tournais à 9h, je montais jusqu'à 14h, je publiais la vidéo, et à 14h, je tournais, je montais, ensuite je publiais la vidéo, et en fait, je faisais toujours en décalé. Du coup, ce qui faisait que je travaillais, des fois, je faisais du montage jusqu'à 2h du matin, et je publiais les 2 vidéos le lendemain, et ensuite, je faisais toujours la même chose, du coup tout le même pattern tous les jours. Donc voilà, je tournais 2 vidéos, puis le lendemain je publiais, puis ensuite ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup je mangeais pas le midi, et ils me voyaient que le soir. En fait ils me voyaient vraiment, j'étais à l'étage dans ma chambre, mais eux ils me voyaient pas je sais pas, je prenais mon petit déj à 9h. Vraiment le ensuite, cliché qu'on a. Vraiment, et de 9h30 à 18h, ils me voyaient pas. Parce que je montais, je tournais, etc. Et en fait j'étais vraiment dans mon truc, et ouais, j'avais une déterre quoi. T'as souvenir d'un moment où ça a vraiment décollé? Genre d'un contenu où là t'as senti... Il y a une vidéo, en fait il y a forcément un jeu dont je dois forcément parler si je veux parler de ma chaîne YouTube. C'est un jeu qui s'appelle Yandere Simulator, où c'est un jeu vidéo très japonais qui du coup raconte l'histoire d'une fille qui est amoureuse d'un gars. Sauf qu'il y a d'autres filles qui sont amoureuses de ce même gars, et du coup elle part sur le principe que pour l'avoir pour elle, il faut qu'elle tue toutes les autres filles. Comme ça, elle est tranquille. Ok. Voilà, jeu plutôt classique. Oui, finalement, situation de vie quotidienne. Qui n'a pas buté cérébral pour avoir finalement son propre. Donc tu vois, c'était vraiment le principe du jeu. Et en fait, ce jeu a eu une énorme communauté, très très rapide, et pas beaucoup de gens qui faisaient des vidéos dessus. Donc du coup, il y avait un petit créneau. Et c'est du coup mon pote belge qui m'a dit, mais Max, regarde ce jeu, il y a vraiment un truc à faire et tout avec, viens, on tente de faire des vidéos dessus, en plus c'est vraiment marrant et tout. J'ai testé, et en effet ça a beaucoup pris, les gens ont beaucoup accroché à ce jeu, et il y a un moment où le créateur du jeu a sorti un pause mode. Et en fait le pause mode c'était une espèce de scène théâtre. En gros, tu prenais les personnages, tu faisais les positions que tu voulais, tu faisais les scènes, tu créais des choses, machin, tu mettais des petits décors, etc. Et tu refaisais vraiment tes scènes à toi, comme une espèce de mini-théâtre. Et j'avais une espèce de série sur ce mode où, en gros, je demandais aux abonnés qu'est-ce que vous voudriez que je fasse en scène. Et je le fais dans le jeu. Du coup, il me disait, je sais pas, je veux que lui fasse... C'est un peu comme les Sims, en fait. Ouais, c'était un peu ce délire-là. C'était très, très vite fait, quoi. Ouais. Et il me disait, je sais pas, je veux que lui, ils aient un date sur la fontaine. Et du coup, je le faisais, ça me prenait 1 heure pour faire un truc de 5 minutes à la fin. C'était hyper long. Et à un moment, on m'a dit, j'aimerais que tu maries les 2 personnages. Du coup, je dis ok, d'accord. Donc, j'ai essayé de trouver des modes sur internet pour essayer de faire en sorte qu'elle ait une tenue de mariée, machin. Et du coup, j'ai fait ce truc-là, et le mariage des 2 personnages principaux a explosé. Ça a fait 800 000 vues, je crois. C'était vraiment énorme à ce moment-là, il y a 5 ans. Fou. Ça a fait 800 000 vues d'un coup, et j'ai gagné 1000 abonnés pendant 30 jours, tous les jours. Ok. Et c'était énorme, vraiment c'était gigantesque. Le mois d'après, j'ai sorti une autre vidéo, pareil, sur ce pause mode avec l'enterrement cette fois-ci. Oh, j'ai tout pensé, hein. Oh, j'ai fait l'enterrement. Ah ouais, mais toi t'es un peu un scénariste, quoi. Les enfants, la nuit de noces, on a tout fait. Et ça a re-explosé, ça a refait du coup 1000 abonnés par jour pendant 30 jours. Et en fait, ça s'est vraiment très très vite enchaîné. Et là, c'est là que ça a explosé. Et après, du coup, j'ai commencé à me diversifier petit à petit. Et là, en effet, ça a commencé à bien marcher. Et après, t'as transitionné vers ce contenu un peu plus lifestyle. En fait, Yandere Simulator, je le faisais vraiment beaucoup.
Je le faisais vraiment, je crois que j'en faisais une par jour à ce moment-là. Après, ça a commencé à me lasser, donc j'ai commencé à passer sur 4 par semaine, puis 2, puis 3, puis 3, puis 2, puis 1, puis ensuite j'en faisais de moins en moins. Et j'ai commencé tout doucement à me diversifier, à faire beaucoup plus de choses parce que je voulais pas m'enfermer dans une case. Je suis vraiment pas. En fait, je me lasse très vite. Mais c'est dur ça sur les réseaux parce qu'une fois que tu as construit une communauté très niche sur un seul jeu, en l'occurrence, tu vois, c'est comme tous les gens qui ont fait beaucoup de vidéos, je mange bleu, je mange vert, etc. Les gens ne veulent plus que ça, sauf qu'à un moment donné, quand tu as mangé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a plus de couleurs à manger, quoi, tu vois. Mais c'est exactement ça, et en fait ça m'a fait peur, mais vraiment ça m'a fait vraiment très peur. En fait, quand je me suis rendu compte que je m'enfermais dans cette niche, j'étais là mince, mais je peux pas faire ça toute ma vie en fait, je peux pas faire que ce jeu-là toute ma vie parce que à un moment le jeu ça va saouler, à un moment moi ça va me saouler, à un moment le jeu peut-être va plus marcher, il va se finir, je sais pas, tu vois. Et c'est vrai que il y a vraiment ce virage que j'ai pris en mode, ok, d'accord, il faut absolument que j'arrête d'en faire tout le temps. Donc du coup, j'ai vraiment réduit drastiquement le contenu que je faisais sur ce jeu à défaut de faire du coup d'autres jeux indés qui m'amusaient. Et du coup, j'ai fait cette transition assez, je veux dire douce, je l'ai quand même fait assez rapidement et les gens ont accroché, les gens ont suivi et ça m'a rassuré et j'étais très content de voir que les gens me suivaient pas que pour ce jeu mais pour ce que je faisais au global quoi. Et puis maintenant il y a quand même des grosses prods sur ta chaîne. Ouais là maintenant. Là tes dernières vidéos c'est des trucs à budget quand même. Ouais là non, on met du budget là les OP elles servent à... là on peut voir qu'elles servent à... D'où vient ce budget? Des OP. C'est des OP, donc c'est les OP qui financent les gros projets. Complètement. Et toi tu réinjectes dedans ou t'arrives toujours à autofinancer la vidéo? Alors, il y a des fois vraiment, hein, et franchement, là, j'ai pas d'exemple en tant que tel, mais il y a des fois, je pense que, là, par exemple, pour les prochaines vidéos qui arrivent, en novembre, il y a des grosses vidéos qui arrivent, parce qu'il y a un nouveau studio que je fais, bon, on en parlera, je pense, après, mais je pense que ça va arriver à un moment, forcément. Ça arrive! Ouais, ça arrive forcément, je le sens. Je le sens. Mais ouais, du coup, en effet, les prochaines vidéos qui arrivent, il y a beaucoup de prod, il y a beaucoup de gros concepts qui m'amusent beaucoup. Et je pense que à chaque fois, elles sont sponsorisées par une OP. Et je pense qu'il y a facile 80% de l'OP qui passe dedans. D'accord. Parce que oui, forcément, il y a des vidéos où là, ça va plus être pour mon plaisir, enfin, dans le sens, je parle financier, pour mon plaisir, pour ma vie, pour ma vie quotidienne. Et il y a des moments où vraiment des OP vont être à 90% des fois sur une vie. Et des fois, vraiment, même, ça dépasse le montant de l'OP. Et c'est moi qui rajoute un petit peu parce que ça m'amuse trop, parce que j'ai trop envie de faire cette vidéo. Et que même si elle coûte cher, tant pis, j'y vais à fond, quoi. Et je sais que ça va plaire aux gens. Donc j'y vais. Et ça leur plaît justement aux gens? Des fois oui, des fois non. C'est le pari, c'est le jeu, tu vois. Mais tu sais, le côté où maintenant énormément de contenus sont justement très produits, on cherche à faire de plus en plus de prods, genre tu sais, les cache-cache géants, ce genre de trucs. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas aussi une audience qui recherche un contenu peut-être un peu plus simple? Je pense que c'est le cas. Je pense que tu as raison parce qu'on m'a déjà fait la réflexion de oh là, mais c'était mieux. C'est le fameux c'était mieux avant, le fameux. Mais en même temps. En fait, c'était mieux avant, oui, non. En fait, déjà, non, c'était mieux avant pour lui parce qu'il y a la nostalgie qui parle, mais moi, je m'amuse trop. Oui, en fait. Le principal, c'est que toi, tu kiffes. Moi, je m'amuse trop. Et peut-être que ces critiques sont là, mais elles sont minoritaires ou majoritaires? Non, c'est minoritaire. Mais je pense que c'est surtout la nostalgie qui parle, en fait, parce qu'ils me suivaient pour Yandere Simulator ou pour le gaming, etc. Et en fait, ça leur manque et je peux comprendre. Et c'est pour ça que j'aimerais, j'ai une chaîne secondaire que j'utilise absolument pas, mais que j'aimerais reprendre pour pouvoir du coup ramener du gaming parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais non, c'est assez minoritaire. Mais je peux comprendre parce que même moi, il y a des formats que des youtubeurs faisaient avant qui me manquent. Comme quoi? Alors je savais que t'allais me dire comme quoi. J'ai pas forcément d'exemple, mais non là j'ai pas forcément d'exemple comme ça qui me viennent, mais ça m'est déjà arrivé de me dire il fait plus ce format-là, c'est dommage, j'aimais bien, mais en même temps il faut évoluer. Enfin je veux dire si la personne ça lui plaît plus, ça lui plaît plus. Moi avant je faisais énormément de vidéos réactions, j'en faisais vraiment beaucoup, je faisais n'importe quel sujet sur internet et je faisais une vidéo réaction dessus. Ça m'amuse plus en fait, juste ça m'ennuie et je trouve ça dommage. En fait il y a vraiment ce côté qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que j'évolue vers quelque chose qui me plaît plus et que je m'amuse, ou est-ce que c'est mieux que je fasse quelque chose que les gens attendent de moi mais que je m'enferme là-dedans et que finalement je sois plus épanoui? Je pense que la meilleure chose c'est la première option, tu vois. La question est vite répondue, comme on dit. Oh là là, un retour en 2017. Et puis aussi c'est arrivé à un moment où t'as été chez Webedia, donc forcément grosse agence avec plus de moyens techniques, un studio plus grand, des
moyen de faire plus de choses aussi, donc ça correspond Ça pousse à la créativité, ouais. Mm. En vrai, ça pousse à la créativité parce que tu as des studios qui sont à ton service. Comment ça se passe là-dedans? C'est quoi? On te met des studios? Alors en gros, tu as des studios à disposition, donc tu as plusieurs plateaux de tournage, tu en as un qui ressemble à une espèce d'appartement haussmannien, tu en as un qui ressemble à un espèce de petit café, et en fait tu demandes à le réserver. Donc par exemple, je dis, je sais pas, là j'ai un tournage, j'ai une idée j'ai envie de faire, par exemple j'ai fait un truc où je faisais des mélanges de nourriture. Ça m'a beaucoup amusé ça, où je demandais aux abonnés leur mélange de nourriture les plus bizarres, ouais, mais des trucs que les gens mangent, tu vois, genre la pêche au thon. Mais nos amis les Belges. Ah oui, ça on adore. Ah oui, ça il y a un vrai sujet. Moi j'en ai parlé une fois, là il y a une vraie. J'ai goûté la pêche au thon, ça va. Poulet compote, c'est ignoble. Il faut arrêter de faire ça. Mais ça, pour moi, ça c'est faux. Ça, c'est les gens qui veulent. Mais non, je t'assure. Mon pote belge, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, mais poulet compote, frites compote. Ah, en même temps, remarque. Poulet frites compote, tu me diras, ouais, on mange bien avec des pommes. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, vraiment, compote de pommes avec des frites et du poulet, c'est non. C'est vraiment non, c'est non. Mettez du ketchup. C'est alors que pêche au thon, à la limite, je peux accéder, c'est pas si mal. Mais après, t'as des gens, ils mangent de la pastèque la pastèque et de la fraise dans leur salade. Enfin, bref. Ouais, ça, moi, je suis de cette team. Donc là-dessus, oui. Moi, j'ai du mal, j'avoue. Mais bon, pour moi, je suis pas trop sucré-salé, j'avoue. Mais bref, ça veut dire que du coup, j'ai eu cette idée de vidéo et. T'as tes petits studios. Et donc, du coup, j'ai demandé à Webedia, je dis voilà, le 17 octobre, est-ce que je pourrais avoir ce studio-là pour faire ma vidéo machin de telle heure à telle heure, et ils me mettent sur une espèce de planning et hop, je peux tourner ma vidéo là-bas. Ça forcément ça pousse à la créativité parce que t'as plusieurs studios, t'as plusieurs endroits, même de thèmes du coup à ta disposition, et forcément tu vas pouvoir imaginer des concepts avec ces choses-là, et ouais c'est hyper intéressant. Et il y a d'autres créateurs aussi, donc ça crée une sorte d'émulation. Ouais. Après on se voit pas forcément tant que ça. Moi en 18 mois d'Obedia, je n'ai pas vu tant d'autres créateurs que ça. Ok. Parce que finalement on est tous à notre étage, on fait tous notre truc de notre coin, donc c'est pas tant que ça. C'est pas une grosse famille. Oui, c'est pas une grosse colo, c'est pas. Ok. C'est un peu choquant. Tu pars de Webedia, ça correspond aussi au départ de plusieurs autres créateurs. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, de plus en plus de créateurs vont s'émanciper de ces grosses agences? Je sais pas pour les autres, moi je vais vraiment parler pour moi parce que Webedia ça a été quand même une grosse part de ma vie, c'est que 18 mois, mais 18 mois sur Internet, c'est énorme. C'est immense, vraiment, on se rend pas compte, mais le temps passé sur Internet, c'est fou à quel point la notion du temps n'a rien à voir. C'est impressionnant. Tu mets une vidéo, 3 semaines après, t'as l'impression que la vidéo, tu l'as postée il y a 8 mois, alors que pas du tout, ça fait 3 semaines. Tu vois, ça, c'est hyper impressionnant. Donc 18 mois, c'est vraiment beaucoup dans la vie d'un créateur. Et t'as ce côté où, moi, j'ai fait le tour de tout ce côté Webedia, surtout que il y a ce côté où on n'était plus du tout sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que moi j'avais envie de certaines choses, eux ne pouvaient pas me les permettre. T'avais envie de quoi? J'avais envie de plus d'humain. D'accord. Plus d'humain. Plus de contact. Plus de contact. Eux c'est très bureau, très formel. Et c'est pas ce que je recherchais quand je suis allé là-bas. Je m'attendais plus à plus de contact humain, à plus d'échanges, et finalement c'est pas ce que j'ai eu, et du coup je crache pas du tout dans la soupe. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des personnes super, mais c'est pas ce que je recherchais. Je me sentais plus à ma place, je me sentais assez mal à l'aise. Du coup j'ai décidé de partir, mais je remercie quand même cette période parce que ça m'a appris ce que je voulais, ça m'a appris ce que je voulais pas, ça m'a boosté ma créativité. J'ai rencontré beaucoup comme je l'ai dit, des personnes qui m'ont vraiment aidé à booster cette créativité, et c'était génial. Mais c'est vrai que j'avais envie d'un peu plus d'humain, j'avais envie d'avoir ma petite équipe à moi, d'avoir mon lieu à moi. Et c'est ce que je fais actuellement. Et c'est une aventure qui n'a rien à voir. Et c'est des responsabilités qui n'ont rien à voir. Alors raconte-moi, est-ce que tu as signé dans une nouvelle agence? Est-ce que tu as monté ton petit truc? Comment on est là? Pour l'instant, j'ai pas signé dans une nouvelle agence. Je voulais terminer. En fait, je viens de terminer avec Webedia. Du coup, c'était en août, le 4 août exactement. Et je voulais pas directement re-signer dans une autre agence. C'était trop tôt. Donc je me suis dit, je vais terminer l'année tranquillement de mon côté. Donc jusqu'à janvier. Et janvier, je verrai si je peux pas aller autre part. Il y a des petites discussions en ce moment. Du coup, on en parle. On papote. On fait des petits rendez-vous. Un petit peu ce qu'on peut faire. On fait des rendez-vous, on fait du networking. Bien sûr. Et, of course. Et du coup, non, il y a des discussions qui se font, mais ce sera pas avant l'année prochaine parce que je veux vraiment terminer l'année de mon côté. Surtout que là, du coup, il y a ce nouvel endroit que je suis en train de créer avec une nouvelle équipe. Donc j'ai recruté de nouvelles personnes. Il y a un tout nouvel endroit que j'ai pris, et ça a été une galère. Ouais, je me rends pas compte parce que moi, je suis quelqu'un de très
très impatient et je me dis, et très naïf aussi, je me dis, oh, trop simple, en un mois c'est fait. Rien du On tout. loue un local. Bien, on loue un local, les travaux, paf, c'est fini le 17 octobre, rien du tout, que dalle. Les retards de travaux, les pénuries, l'essence, la terre qui brûle, il y a vraiment tout c'est insupportable. Et du coup, c'est un délire, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper excitant, hyper intéressant. Et du coup, donc, j'ai enfin un nouvel endroit que je suis en train de construire à mon image, avec un nouveau décor de studio, avec bref, plein de choses qui arrivent. Ça, j'adore chez les gamers ou chez les gens qui font du gaming et beaucoup de réactions, c'est le décor. Ah, mais moi, j'adore ça. Les vidéos reveal de décor. Ah, mais oui. Je me souviens, Joyka, quand il avait fait son reveal de décor, c'est vraiment un moment qui est attendu, quoi. C'est sacré, c'est vraiment, c'est limite cérémonial, quoi. On est vraiment en train d'essayer de faire quelque chose d'assez cool et d'assez poussé. Là, j'aimerais faire autre chose que juste coucou, c'est mon nouveau décor. On aimerait faire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. C'est beaucoup de boulot, mais on essaye de le faire. Et normalement, pour mi-novembre, ça devrait sortir. Et ouais, j'ai hâte de montrer un petit peu ce que j'ai imaginé dans ma tête. On est en train de travailler avec des gens qui sont vraiment très talentueux. Et je suis trop content parce que là, c'est vraiment mon studio à mon image. Je me suis toujours bridé dans mon idée de studio, dans mon idée de décor parce que je sais pas, parce que je voulais pas être trop associé à tel truc, parce que je voulais pas faire telle chose, parce que je voulais pas ressembler à tel youtubeur, parce que machin. Et là, je me suis dit, t'es dans ton coin. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes? Et fais-le. Et là, je me suis lâché et on a fait un truc vraiment cool. Et j'ai trop hâte. Beaucoup de retard dans les livraisons de construction et tout, mais j'ai trop hâte. 100% à ton image, quoi. Ouais, vraiment, là, c'est quelque chose que j'aime, dans lequel je me sens bien, et j'ai trop hâte de le montrer aux gens. C'est quelque chose même sur lesquels je me suis... D'ailleurs, les gens qui suivent mes vidéos, et notamment parce que forcément, bon, c'est pas un secret, hein, mais il y aura beaucoup de japonais, de japonisation, je voulais dire, dans mon studio. Et ceux qui ont su par exemple mon vlog que j'ai fait avec ma copine au Japon pourront remarquer qu'il y a quelques petites choses dont je me suis inspiré. Ah là là. Il a mis des petits trucs dans le décor, des petits trucs cachés. Oui, des petites choses de mes voyages. À retrouver, on trouvera les indices. En vrai, ouais, il y a des petites références sur les choses que j'adore j'ai vues, ça. et c'est génial. Mais ouais, un décor, moi j'adore. En fait, c'est le lieu où tu vas vivre plein de choses, plein de nouvelles expériences, et dans lequel tu vas être en fait 80% de ton temps. Donc autant qu'il soit. Ah bah t'as intérêt à te sentir bien, quoi. Ouais. Et c'était pas forcément le cas de tous mes décors, donc. Et j'avais vu une vidéo où tu disais que t'avais loué un appart il y a je sais pas combien de temps et que c'était un peu l'appart de l'angoisse, quoi. Ouais, c'était un enfer. Oh, quel cauchemar cette période. Mon Dieu, mais quel enfer. Oh, franchement, j'ai détesté cette période. Vraiment, c'était une période. D'ailleurs, je suis limite. C'est un moment où j'ai été. Alors, j'en parle vraiment très très peu parce que je suis quelqu'un qui est. Je sais pas si ça se voit, mais je suis quelqu'un de très timide et qui a très peu de confiance en soi. Vraiment très peu. Et généralement, je parle de Sora comme une deuxième personne parce que Sora, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à un peu gagner de la confiance en moi. Sora, donc ton toit des réseaux. C'est ça. En fait, qui a aidé Maxime. Ouais, en fait, Okay. alors, généralement, on me prend pour un fou quand je parle comme ça. Alors là, t'inquiète pas que ici, tout le monde a parlé de son perso des réseaux. Ouais, bon, bah très bien, alors ça, parce que c'est vrai que mes potes, c'est vrai que je sais pas, quand je parle de ça, on me prend un peu pour un fou, mais c'est vrai qu'il y a Maxime et il y a Sora, alors c'est la même personne, mais Sora, à ce côté, il va exacerber tous les points positifs et toutes les qualités de Maxime. Et il va un peu balayer, entre guillemets, les petits points négatifs que j'aime pas trop chez moi. Je sais pas si c'est clair, oui. Mais je suis très timide, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément confiance en moi. Et par exemple, faire une scène à la Paris Games Week ou à Japan Expo devant 300, 500, 600, 1000 personnes. Polymanga, on a fait une scène avec 1700 ou 2000 personnes devant moi. C'est énorme, tu vois. Maxime, jamais il l'aurait fait. C'est mort. Maxime, jamais il l'aurait fait. Mais attends, mais comment t'arrives? Ça veut dire que, genre, t'arrives sur scène et tu te dis, Maxime n'existe plus. T'as un petit rituel, un petit truc pour te switcher? C'est pas vraiment un rituel, mais il y a ce côté de... là, je suis Sora, quoi. Là, je suis Sora, on y va. C'est les gens qui me suivent, c'est les gens avec qui j'ai évolué, c'est les gens qui me regardent au quotidien. Comme je te dis, c'est des gens qui essayent juste d'oublier leurs problèmes, d'oublier leurs soucis et juste de kiffer pendant un instant. Toi, tu te dois de leur donner de la bonne humeur et là, c'est Sora qui parle, quoi. Et c'est trop bizarre à expliquer, tu vois. Moi, je trouve pas ça du tout bizarre. Bah, ça me fait plaisir. Ah non, je te jure vraiment. Non, je te jure que moi, je trouve pas ça bizarre. Et au contraire, je trouve ça même sain d'arriver aussi à scinder un petit peu, tu vois, pour avoir sa vie un peu privée aussi et que alors ça te serve à la fois de moyen d'expression, mais aussi de bouclier.
Quand tu te fais un peu chahuter, tu vois. Chahuter. Chahuté. Quand tu te fais un peu chahuter, voilà. Tu vois, d'avoir ton perso qui rentre en jeu. Surtout que si c'est un perso qui ne fait qu'exacerber les qualités, mais qui reste toi de façon... c'est vraiment moi à 100%. Il n'y a aucun jeu de rôle. Quand je dis ça, je veux pas qu'on pense que tu vois, il y a vraiment un jeu de rôle. Je cache rien du tout. C'est vraiment moi. Mais c'est moi avec les qualités que j'aimerais. C'est un peu le moi que j'aimerais être. Tu vois. Ok. Et du coup, non, c'est vrai que... Et dès le début, t'as eu ce perso ou pas, quand tu t'es lancé au début? Non, oui et non, dans le sens où ça a pris du temps. En fait, je pense que le fait de faire des vidéos et d'avoir Sora avec moi, ça a ce côté ça a pu en effet m'aider petit à petit, d'année en année, à aller vers ce côté j'ai un peu plus confiance en moi, je suis un peu plus sûr de ce que je fais, je suis un peu plus ambitieux. C'est pas été immédiat. Il n'y a pas eu jour 1 je fais des vidéos, alors je suis Sora maintenant let's go. Non, ça c'est pas été comme ça. Mais petit à petit en fait, c'est ce côté je sais pas oh putain, j'allais dire un truc, jamais je sais pas si on va avoir la rêve, Hannah Montana genre. Mais bien sûr, Anna... Alors attends, you get the best of both worlds, évidemment. The best of both worlds, ça va être un peu Hannah Montana, tu vois. Ici, biberonner à la vie de palace de Zack et Cody, Hannah Montana et les sorciers de Waverly Place. Tellement ensemble. Disney Channel représente, on est là. Et ouais, c'est un peu genre Hannah Montana, tu vois. Ok, donc là, t'as ta perruque blonde, là, c'est Là, j'ai ma petite perruque blonde, là. Attends, non. Est-ce que là, t'es... Je suis un peu... Je dirais que je suis plus Maxime que Sora. Et c'est trop bizarre, c'est trop marrant de dire ça, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Maxime, un peu Sora, et... il y a les deux s'entremêlent, mais c'est vrai que lorsque je fais mes vidéos, lorsque je suis en convention, j'ai plus ce côté un peu plus Sora. Parce que, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, il y a des fois où je passe une mauvaise journée comme tout le monde, je veux dire, des gens qui me disent en commentaire « Mais comment tu fais pour sourire tous les jours? Comment tu fais pour être heureux tous les jours ?» Je le suis pas. Comme ça, c'est réglé, tu vois, je le suis pas du tout, je suis comme tout le monde. Et quand je suis en convention et que, par exemple, je sais pas, j'ai passé une super mauvaise journée ou un super mauvais week-end, je peux pas me permettre de faire la gueule en fait. Ils viennent pour me voir, on est là pour échanger, ils sont là, des fois il y a des gens qui font des kilomètres, il y a des gens, ils ont changé de pays pour venir. Et c'est tellement ouf en fait, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui était venu me voir et qui m'avait dit on vient du Maroc et on est venu juste pour te voir. Wow. Quand on t'a vu on repart. Et là genre ah ouais. Ok, qu'est-ce qu'il aurait été si tu Ah ouais, là il y a même un changement de continent. Ah oui, mais non mais c'est fou, au-delà du pays là. Impressionnant. Et là je peux pas. En fait, je peux pas faire la gueule, je peux pas être dans un bad mood parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose. Donc c'est là où il y a plus ce côté, je me mets dans la peau de Sora, en mode, la personne est venue, elle a changé de continent pour venir me voir, il faut que je sois au top en fait pour elle et pour qu'elle soit heureuse et qu'elle soit bien quoi. Donc c'est là où je suis plus dans ce côté Sora que dans le côté Maxime. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et ce que je remarque aussi, c'est que tu fais partie des rares créateurs hommes, il y en a pas beaucoup, qui parlent beaucoup de leurs sentiments, de ce qu'ils ressentent. Tu avais fait une vidéo, je m'en souviens, c'était sortie de confinement, ou vraiment une vidéo à cœur ouvert, où tu avais parlé. C'était hyper compliqué ce moment-là. Ouais. Je pense pour beaucoup de personnes, mais c'est là où j'allais en venir justement, c'est que cette période où j'avais cet appartement avec le décor et tout, et c'est une période que j'aimais pas du tout, c'est parce que le confinement m'a beaucoup affecté, et j'en ai très peu parlé parce que, comme je te l'ai dit, j'aime pas forcément parler des choses négatives, je préfère plus amener du positif sur la chaîne que du négatif, mais c'est pas plus mal aussi de temps en temps de montrer un peu la réalité derrière le sourire. Et c'est vrai que cette période m'a beaucoup affecté. J'ai limite, alors Galant j'en parle très peu, mais c'est limite été une dépression que j'ai pu faire. Je pense qu'en vrai j'étais carrément en dépression en fait à ce moment-là, parce que comme beaucoup de personnes, on nous a tout coupé d'un coup. Il y avait plus de possibilités de sortir, plus de possibilités d'aller au cinéma, d'aller au restaurant. Et en fait, je l'ai hyper mal vécu. Et du coup, en plus de ça, c'était le moment où j'ai déménagé sur Paris. Avant, j'avais mon petit chez-moi à côté de Marne-la-Vallée, donc à côté de Disneyland et tout. Mon petit chien, j'avais des espaces verts, j'avais plein de trucs. Et d'un coup, je passe à Paris, 17e arrondissement, avec... Ah oui, donc intramuros, pas d'arbres. Ouais, rien du tout, du béton, du bruit tout le temps. Ce côté également où je passais d'un 66 mètres carrés à un 32 mètres carrés, 5e étage sur l'ascenseur, un tout petit studio avec du coup ma copine, mon chien. J'étais là, ok, bon, ça fait bizarre. C'est une grosse cassure, tu vois, un gros changement. Et du coup, puisqu'avant mon studio était dans mon appartement à côté de Disney, là, puisque c'était un 32 mètres carrés, c'était un studio, impossible. Donc on a dû trouver une solution. Et il y a eu ce fameux appart qui était à
10 minutes à pied du studio et qui était une catastrophe en fait parce qu'on a dû trouver très vite quelque chose parce que la situation commençait à devenir de plus en plus compliquée et qu'il fallait absolument que je puisse travailler quoi. Et en fait cet appart il faisait 10 mètres carrés, un truc comme ça, tout petit. Il y avait des trous dans la porte, c'est-à-dire que vraiment on voyait l'intérieur à travers la porte, c'était n'importe quoi. Belle isolation parisienne. Et en plus de ça, moi je déteste. Alors, ça, c'est vraiment un truc. Il y a des gens qui. Attends, est-ce que je peux deviner ce que tu vas me dire? Vas-y. Que les gens t'entendent faire des vidéos? Ouais, je déteste ça, ça me rend fou, je déteste ça. Il y a des gens, ils s'en foutent, hein. Moi, je peux pas. Quand on m'entend faire mes vidéos, je peux pas. Et en fait, là, tout l'immeuble m'entendait. En fait, parce qu'il y avait un trou dans la porte. Donc, en fait, je faisais une vidéo et tout l'immeuble m'entendait. Et ça me rendait malade. Et en fait, j'ai dû passer tout le confinement comme ça à devoir, du coup, faire des stations, sortir, aller jusqu'au studio, aller dans un endroit en plus qui. En fait, je trouve qu'il avait une énergie hyper négative, cet endroit. Vraiment, je le sentais mal. Et quand j'allais dans ce studio, je me sentais pas bien. Et tout ça a fait que vraiment, c'était une période que j'ai détestée. Et ouais, en effet, c'est une période où... j'en ai un peu parlé dans la FAQ que j'ai sortie avec ma copine il y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où ça a eu un impact, mais tellement fort que c'était mars 2020, comme ça. En fait, on est en 2022, on est en octobre 2022 actuellement, et ça m'a poursuivi jusqu'à là, quoi. Donc pendant 2 ans, où j'ai été hyper mal pendant plein de moments, ça a eu un impact hyper compliqué sur ma psychologie, etc. Ça avait quelles répercussions? En fait, j'ai été très... je sais pas pourquoi, mais il y avait ce côté très... stress, très anxieux, énormément d'anxiété. Vraiment, ça a développé une anxiété, mais immense en moi. Et en fait, la moindre chose pouvait avoir des proportions immenses. Je dis une bêtise, je sais pas... vraiment des trucs ridicules, hein. Des fois, je sais pas, je me lève, mon téléphone s'allume plus. Et en fait, ça commence à faire une crise d'anxiété parce que j'ai des rendez-vous, parce que je dois machin. Et en fait, une personne qui va réagir normalement va te dire, ok, bon, machin, je vais aller à un Apple Store pour faire en sorte qu'il se répare, machin, ou alors je prends un téléphone, enfin, tu vois, j'essaie de trouver une solution. Moi, en fait, j'étais paralysé. J'étais en panique et je faisais des crises de panique, crises d'anxiété. Et en fait, c'était invivable. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à essayer de travailler là-dessus, à apprendre à travailler sur moi. Et actuellement, ça va beaucoup mieux et j'en suis très content parce que c'est invivable. Et ouais, c'est vraiment... Je pensais pas que cette période de mars 2020 m'avait autant affecté, mais obligé de voir que si, complètement. Quand tu dis travailler là-dessus, c'est quoi? Je suis allé voir des personnes, j'ai aucune honte à le dire. Mais c'est trop bien. Mais tu sais, ça c'est un truc pareil dont on parle beaucoup ici. Parce que je pense que c'est très important, même en tant que créateur de contenu, et même de façon plus globale, mais là, parce qu'on est on parle beaucoup de créateurs de contenu ici, mais d'aller voir un psy, même avant un psy ou toute autre personne qui est formée pour et justement, j'en profite que les gens nous regardent, mais c'est quelque chose que vous devez absolument pas diaboliser en fait. C'est quelque chose de tout à fait normal. Il y a des gens directement en fait, et même moi le premier, dès le début, je me suis dit, faut que j'aille voir un psy ou un psychiatre, machin. Non, je suis fou, c'est bon. Pas du tout en fait. C'est bien de pouvoir parler à une personne qui peut t'écouter sans te juger, et qui garde les choses pour lui en fait. Tu peux lui dire ce que tu veux et c'est juste il garde ça pour lui et c'est entre toi et cette personne-là et c'est tout. Et c'est hyper important. C'est un défouloir, tu peux être aidé, il y a plein de personnes dans mon entourage et surtout dans le milieu de création, on est vraiment beaucoup en vrai, qui ça a beaucoup aidé. Et non, franchement, je pense que si j'avais pas décidé d'aller voir des personnes pour m'aider, je pense que je serais encore actuellement en galère et je pense que je serais encore très malheureux. Donc non, je suis très content d'avoir fait ça et si jamais vous avez cette espèce d'hésitation, ce côté un peu honte, n'ayez pas honte, c'est hyper important et c'est normal en fait. Ah oui, carrément, même avant que ça aille mal, c'est un truc dont je parle beaucoup, tu vois, pour préparer un peu le terrain justement. Mais donc tu en as parlé et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé. Tout à l'heure tu parlais de Mastu qui en a aussi beaucoup parlé avec sa chanson, avec sa chanson, moi je me reconnais à 100% dedans. Vraiment quand je l'ai écoutée, j'avais l'impression de voir un reflet d'un miroir quoi. Je la mettrai dans la barre d'infos pour ceux qui l'avaient pas écouté. C'est vrai qu'elle... Il y a un vrai impact hyper et on sent aussi tout ce côté de la création de contenu qui, je pense, est important de mettre en avant pour pas non plus véhiculer, tu vois, une fausse image. En fait, c'est hyper simple tu vois les stories, tu vois, genre, ouais, oh là, j'ai reçu tel colis de telle marque, oh là, aujourd'hui, je fais du canoë avec Brad Pitt. Tu vois, genre, très sympa, Brad Pitt. La vidéo. Un grand sportif de canoë. Sur ski avec Johnny Depp la semaine prochaine. Écoute, on est comme ça. Mais ouais, non, c'est vrai qu'on a tendance, et même, c'est vrai que je me suis heurté des fois à des amis qui me disaient, mais en fait, ta vie, elle est parfaite. Je dis, les frérots, non,
non, c'est pas ça du tout en fait. C'est juste, en fait, Instagram et les autres réseaux, on met ce qu'on veut en fait. Évidemment que je vais pas mettre aujourd'hui, ma vie c'est de la merde. Franchement, là, les gars, je vais rester dans mon lit et je vais pleurer. Bah non, tu vois, genre c'est. Alors, on pourrait en soi, et il y a aucun problème à le faire. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette envie de véhiculer quelque chose d'un peu positif. Et du coup, je vais véhiculer que le positif. Et quand je suis pas forcément bien, bah juste, je mets pas de story. Et c'est tout, tu vois. Je serai dans mon coin, je vais voir mes proches, ma copine, ma famille, et c'est tout. Mais c'est vrai que ouais, on a tendance à juste voir le positif sur les réseaux, alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment, il y a vraiment pas que ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre que ce soit difficile de voir le derrière, parce que en vrai, on a tous tendance à montrer un peu les trucs cool, sans montrer les trucs moins cool. Est-ce que tu crois qu'il y a des injonctions propres aux hommes sur les réseaux? Je m'explique. Tu vois, à l'époque où injonction, elle a perdu tout le monde. Je rigole. À l'époque du YouTube beauté pour les filles en 2015, où il fallait vraiment que ce soit, tu sais, un peu cliché, avec la petite étagère, avec le petit décor, le fond très clair. Tu vois, il y avait ce truc-là. Quand t'étais une fille, tu devais faire ça. Tu vois, c'était Annie, tu devais faire. Voilà, un garçon. Tu devais faire du gaming, tu vois. Il n'y avait pas encore d'inversion. Est-ce qu'aujourd'hui encore, tu trouves qu'il y a certaines injonctions où on est beaucoup plus libre? Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus libre qu'avant. Tu ressens pas de pression, toi? Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que du coup j'ai connu le YouTube de 2012-13 et là t'avais vraiment ce côté les gars ils font du gaming, les filles elles font de la beauté lifestyle et c'est tout quoi. Et c'est vrai que maintenant t'as plein de choses de possibles en fait. Tu peux vraiment, je l'ai déjà dit, mais tu peux vraiment interpréter ta créativité comme tu le souhaites. Et je pense que maintenant, il y a tellement de niches qui se sont créées sur YouTube, il y a tellement de demandes, il y a tellement de gens qui peuvent regarder tout et n'importe quoi, que non, je vois pas... En tout cas, moi, ça me choque pas. J'ai jamais eu ce côté de... En tout cas, j'ai jamais senti de pression. C'est bien si tu l'as pas senti. Non, j'ai jamais senti de pression en mode de, je dois faire ça, quoi. Et puis ça te permet aussi de faire plein de projets annexes. Ouais. Et la BD. Ah, mais c'est trop bien, c'est génial, ça c'est trop bien. Là, on est à combien de tomes qui sont sortis? Alors, il y a toujours un. Toujours un? C'est très long, parce qu'en fait, il y a ce côté où il y a plusieurs façons de faire la BD pour un créateur de contenu ou pour même en général. C'est vrai que par exemple, quand une maison d'édition nous contacte, soit ça peut être on a envie de faire une BD avec toi, on écrit tout, on met ton nom, hop, c'est fini. Et c'est très bien, il n'y a aucun changement là-dessus. Soit il y a ce côté de tu t'impliques vraiment dans le projet, et nous on a décidé la deuxième option. On a vraiment voulu s'impliquer dans le projet, c'est-à-dire que chaque bulle de texte, nous qui l'avons écrite, quoi. Chaque mot, c'est nous qui l'avons écrit. Et c'est pour ça que par exemple, je sais pas, j'ai un tic de langage, moi, Flavie Dooms, je l'appelle tout le temps frère. C'est tout le temps. Ça fait des années que je l'appelle frère. Et le premier dialogue qu'il y a dans la BD, c'est moi qui l'appelle frère, par exemple. Et c'est quelque chose d'hyper important qu'on a vraiment voulu mettre dans cette BD, ce côté. On comprenne que c'est toi. C'est moi qui parle, quoi. Et du coup, donc, le tome 2, il est beaucoup plus ambitieux, il y a plus de pages, il y a plus de... Là, le premier, on est vraiment parti sur quelque chose d'assez classique avec les réseaux, un peu style Monde de Ralph, style Ready Player One, pour les références, Jumanji aussi pas mal. Et le tome 2, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec les réseaux, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu créer de toutes pièces et ça prend du temps. Mais ça arrive. Ça arrive, pas en stand-by. Ça arrive, on a quasi terminé, le scénario est fini. Donc là, on est sur les dessins. Ça arrive début d'année 2023. Ok. Donc là, soon là. Ok, donc il y a ça qui va sortir cette année, qui arrive. Est-ce qu'il y a d'autres choses Il y a j'ai fait une collection capsule de vêtements. D'ailleurs, mais est-ce qu'on porterait pas son pull Reyes? Est-ce qu'on porterait pas son petit pull Reyes XORA là? Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je trouve trop beau, j'aime trop. Ah, puis Reyes, c'est une marque sur les réseaux qui est tellement impliquée. À l'époque... ça fait tellement longtemps. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Pour moi, c'est des pionniers. Hein. Ça fait un moment. Sur Twitter, je fais grave les trucs et tout depuis. Mais genre, ça fait 10 ans. Trucs. Ouais, ça fait un bail. Déjà avec, je crois que c'était Wartech à la base aussi, qui était Karl, avec eux, Karl, etc., avec qui j'ai beaucoup bossé pour la collection. Et ouais, non, c'était génial. Parce qu'en fait, je trouve ça trop bien de. En fait, la création de contenu, c'est tellement cool parce que c'est large de fou. Tu peux tout faire, quoi. Et je trouve ça génial. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance, alors de moins en moins, il y a cette tendance à, oui, tu fais des vidéos sur YouTube, donc tu fais pas de BD, tu fais pas de musique, tu fais pas de vêtements. Mais non, en fait, c'est trop bien. C'est pas cloisonné. Mais ouais, c'est génial. Tu peux tout faire, en fait. Ta créativité, tu peux lui donner n'importe quelle forme. Et c'est génial. Et ce côté de, j'ai pu faire une BD et les gens ont trop aimé. Et en fait, quand on m'a contacté, en fait, en gros, actuellement, je travaille sur une marque de vêtements. Ça, j'en parle un petit peu de temps en temps, mais je crée sur une vraie marque de vêtements pour le coup. À toi, donc? Ouais, à moi, okay. Qui devrait sortir l'année prochaine. Mais avant ça, du coup, Reyes m'a contacté et m'a dit, est-ce que tu voudrais faire une collection capsule avec nous? Et puisque j'avais ce projet de marque pour l'année prochaine, je me suis dit, ce serait trop cool de faire déjà un premier essai avec eux et de créer des choses, de voir comment est-ce que les gens allaient réagir, de voir comment est-ce que même moi, j'allais pouvoir travailler là-dessus.
Et du coup, on a beaucoup travaillé, ça fait des mois qu'on est là-dessus, et parce qu'on dirait pas, mais ça prend du temps, ça prend vraiment énormément de temps. Et du coup, on a beaucoup échangé avec Reyes, on a beaucoup travaillé sur ces petits vêtements, et j'en suis trop fier. Et quand justement j'en ai parlé sur Insta, sur YouTube, etc., j'avais un petit peu cette angoisse, un petit peu ce stress de oh, encore une marque de vêtements de youtubeur, encore une collection de vêtements de youtubeur. Et en fait, je l'ai pas eu du tout. Ça m'étonne pas, parce que les gens sont grave contents. Bah ouais. Ils ont envie d'avoir le même truc que toi, le truc que t'as fait, que et surtout que là, c'est vraiment un vrai travail. Oui, tu l'as pensé, tu l'as fait, c'est pas... c'est pas, en fait, avant, j'avais déjà essayé il y a quelques années avec des produits dérivés un peu la Teespring, etc., où en gros, juste tu mets ton logo, tu mets ta couronne, tu mets tes petites références de chaîne YouTube, etc. C'est vraiment pour les fans, vraiment les abonnés. Un peu comme du merch, finalement. Ouais, c'est complètement du merch, c'est ça. Et vraiment, moi, j'avais une mascotte, c'était un petit pingouin, et du coup, j'ai foutu mon pingouin sur des pulls, j'ai foutu mon pingouin sur des mugs, tu vois, et voilà, mais ça s'arrêtait là. Et là, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment pas un truc où il y a écrit un gros Sora ici, il y a une grosse couronne, mon gros logo. Bon, elle est un petit peu là. Oui, en gros, les gens qui te connaissent, on les rêve. Ceux qui te connaissent pas se disent le sweat est hyper sympa, exactement. unisexe. Et en fait, tu peux le porter. Si tu me connais pas, tu peux le porter. Si tu me connais, tu peux le porter. Et c'est ce que je voulais. Même moi, je suis pas forcément à l'aise de porter un énorme sweat avec un énorme Sora, abonne-toi à ma chaîne YouTube sur le pull. Tu vois, vraiment, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. Je comprends totalement. Et du coup, c'est ça que je voulais faire. Je voulais créer un vrai truc avec un vrai design, avec travailler avec des vrais graphistes, des vrais designers et tout. Et franchement, c'est trop cool. C'est trop intéressant de faire ça. Et du coup, j'ai trop aimé l'expérience. Et je suis content parce que les gens ont été hyper réceptifs. Ouais. Et on a hâte de voir la suite. Et puis sur le site, etc. Ouais. Bon, je mettrai tout dans la barre d'infos, comme ça, quand ça sortira, ce sera prêt. Waouh, c'est gentil. Il y a une petite tradition à la fin du clic. C'est que tu mentionnes... T'inquiète pas, tout va bien se passer. Là, j'ai vu le coup de Quelle tradition, c'est quoi? On va faire un quiz en 10 questions. Quels sont tes pires dramas? Comment ça? C'est que tu mentionnes juste quelqu'un que t'aimerais bien voir à ta place, soit un pote que t'aimerais bien, soit quelqu'un que tu connais pas, mais dont tu serais curieux du parcours, et puis qui vienne venir. Et puis comme ça, je ne te cache pas que je fais une petite passe décisive en DM. Aïe. Son romantique, tout bien. ce que sympa et tout. Regarde la séquence. Moi, je pense que c'est ma sœur de toujours. C'est Dooms. Hein. D'accord. C'est Flavie. Ouais. C'est bien noté. Bon, merci. Avec grand plaisir. C'était hyper cool de pouvoir échanger avec toi sur des sujets que j'ai jamais abordés en plus dans le clic. Donc, ça me fait plaisir. Ouais, c'est vrai que même moi, j'ai pu parler de choses que j'avais pas forcément abordées. Que j'aime quand on me dit ça. C'est vrai que j'avais pas forcément eu l'opportunité d'en parler. Et c'est hyper important en vrai. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas. Et pour montrer aussi aux gens que vous êtes pas seuls, quoi. Ouais. On est tous. C'est pas parce qu'on est créateur de contenu, c'est parce qu'on montre plein de paillettes qu'on a aucune faille, quoi. Exactement. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Alors, comme d'hab, tout ce dont on a parlé, les vidéos, les réseaux sociaux de Sora, il s'affiche juste là dans la barre d'infos et puis ici sur l'écran. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'hab, vous dites aussi qui vous aimeriez voir pour les prochaines interviews. Comme ça, moi, je viens piocher. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.